Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver tous les vendredis pour cette nouvelle saison. On va continuer d'aller ensemble à la rencontre des entrepreneurs pour découvrir des parcours, des histoires, essayer un peu de prendre le pouls de l'écosystème économique français et d'aller également chercher quelles seront les futures tendances de demain. D'ailleurs, dans cette optique, je serai vendredi prochain au Vélodrome de Marseille dans le cadre du Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE 13, une émission spéciale autour de l'engagement et de l'innovation à retrouver donc vendredi prochain sur Bismart. Mais pour aujourd'hui, on va parler d'épargne et plus précisément de la façon dont on peut mobiliser l'épargne des femmes. D'après une étude de Crédit Suisse, les femmes disposent de 40% de la richesse mondiale, mais elles ne sont que 5% à investir dans l'économie réelle. Comment motiver davantage les femmes? On en parle dans un instant. On sera ensuite avec deux start-upers qui ont fait le pari de produire du hardware en France. Alors, est-ce que c'est un pari perdu d'avance? Je leur poserai la question. Et puis, on terminera cette émission avec un grand entretien autour du retail et de la conquête de la génération Z, les millennials. Comment capter ces jeunes consommateurs? On en discutera avec le patron de l'enseigne Don't Call Me Jennifer. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Paloma Castro-Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de WeInvest. C'est une plateforme qui sort au mois de septembre et qui veut aider à mobiliser l'épargne des Français. Alors je le dis, j'ai découvert ce chiffre, moi. En fait, 40% de la richesse mondiale est aujourd'hui détenue par les femmes et elles ne sont que 5% à investir leur épargne dans l'économie. Comment est-ce que ça s'explique, Paloma? Alors, en fait, comme tout dans la vie, il y a des questions un peu plus personnalisées par rapport au genre. Mais la réalité, c'est que 80% des femmes aussi considèrent que ce qui est le monde financier aujourd'hui ne leur parle pas, elles ne comprennent pas, elles ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise pour l'investissement. Ça, c'est Business Wire qui a donné. Il y a peu de chiffres à cet égard. Mais aujourd'hui, nous, on part sur les constats que c'est pas pour victimiser ni les hommes ni les femmes, c'est pas pour se mettre à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut combler ce déficit, comment est-ce qu'on peut mobiliser cette épargne. En fait, notre mouvement, Women Empower to Invest, c'est cassé dans une plateforme qui va informer sur l'économie, la finance, qui va créer une communauté qui s'entraide et surtout qui va noter. Et la notation, c'est la clé de tout. Pourquoi? Parce que cette notation va pouvoir outiller les femmes qui vont noter les institutions, les services et les produits financiers. Du point de vue des femmes, ils vont permettre aux institutions financières de comprendre quels sont les services et quels sont les produits et quelles sont la façon d'adresser ces combles. Donc, on arrivera à la parité dans l'investissement. C'est quoi le problème majeur aujourd'hui selon vous? Parce que vous dites qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer la finance aux femmes. La finance aujourd'hui, les femmes ne la comprennent pas parce qu'elles n'ont pas cette culture-là ou parce qu'elles se disent non, mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Ce qui est un peu un trait féminin parfois de se rabaisser légèrement par rapport à nos homologues masculins. Ou est-ce que, au contraire, c'est juste qu'elles n'en ont pas envie parce que finalement, elles ont plein d'autres choses à faire? Mais la réalité, c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est parce qu'on ne nous a pas non plus, à tous les mondes en général, pas que aux femmes, imbué cette histoire de dire il faut que tu sois un acteur. En fait, vous regardez, les femmes, on a eu 4 vagues vers la parité. On a commencé avec les droits des votes, qui a été quand même très difficile et très coûteux. Après, on a eu la deuxième vague, qui a été celle de la parité par l'accès à ce qu'est l'économie, dont les droits d'accès à un compte bancaire, l'indépendance pour aller travailler. La troisième vague, qui était une vague un peu plus de l'indépendance de la féminité via des outils qui nous permettent d'avoir notre propre sexualité en main et la façon dont on gère une famille. Et la quatrième vague, qui est la plus récente, dans laquelle tous les cadres réglementaires sont là pour que la parité dans la gouvernance des entreprises soit là, pour qu'on ait les mêmes salaires. Donc, de facto, les femmes ont un cadre qui leur permet, mais on se retient d'être un vrai acteur, et c'est ça qu'on appelle, nous, la 5e vague, et c'est la vague de la parité de l'investissement. Une femme doit être elle-même à se positionner comme acteur dans l'économie
parce qu'elle a un point de vue complémentaire et qui va créer une économie différente. Donc, que 5% des femmes ne soient pas là, c'est pas juste parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne comprend pas, c'est parce que peut-être on n'a même pas réfléchi à ces rôles nécessaires. Et il y a certains facteurs, il y a eu pas mal d'études. Moi, de façon personnelle, moi-même, je suis investisseuse dans les startups qui disons les plus risquées. Peut-être on ne doit pas tous commencer par là, mais la réalité, c'est que ce qui m'a animée, c'est de faire partie et donner mon point de vue. Sachez que quand une femme et un homme sont dans un projet, 68% plus de chances pour que ça marche. Donc, ces points de vue que les femmes, peut-être, on a dit, on ne doit pas. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas juste l'éducation, c'est pas juste l'information, c'est pas juste se parler entre soi, c'est donner la confiance aux femmes que ce qu'ils vont regarder dans les produits va être quelque chose qui leur parle, ce qu'on appelle en anglais le women friendly. Et aujourd'hui, il faut transformer la finance pour qu'il y ait des produits, pour qu'il y ait des services, pour qu'il y ait des institutions qui puissent répondre à ça. Donc, on est allé, on a beaucoup recherché. Mes cofondateurs, c'est des gens qui ont travaillé vraiment dans la finance. Le Chief Investment Officer de Crédit Suisse, la grande patronne d'Aviva, des messieurs et des femmes qui connaissent vraiment. Et on s'est dit, créons une notation, créons un TripAdvisor de la finance. Mais est-ce qu'on ne se dit pas, de prime abord, comme ça, d'abord, investir, c'est pour quand on est riche, et puis investir, faut s'y connaître, il faut être une experte de la finance. En fait, pas nécessairement aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui permettent d'investir sans qu'on soit très riche ni expert de la finance. Écoutez, dans tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à maintenant, les grands regrets des femmes qui en parlent, qui ont un certain âge, c'est pourquoi j'ai pas commencé à investir plus tôt. L'argent, aujourd'hui, soyons honnêtes, avec très peu d'argent, vous pouvez même investir dans une start-up. Je ne veux pas vous donner des quantités parce que chacun a son budget. Bien sûr. Mais c'est très démocratique. En fait, la finance, c'est quelque chose dans lequel, surtout, on a la peur de dire l'argent, c'est sacré. Mais en fait, avant, voyager, c'était sacré. On ne comprenait pas trop. Jamais on n'aurait pensé qu'on pouvait, d'un clic, rentrer dans un monde et en plus comprendre les conditions, être en amont de nos attentes. Aujourd'hui, n'importe quel secteur a transformé son offre pour les faire clairs, transparents et à l'attente de nos expectatives. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, c'est à vous de construire un système de restauration comme celui que vous pensez, parce que vous n'êtes pas un restaurateur, vous n'êtes pas un chef, mais vous savez, via des notations ou via des systèmes de confiance, que ce que vos attentes ont, peut-être il y en a certaines personnes qui vont les répandre. Donc c'est cette transformation de la finance qui ne peut se faire que d'un point de vue de aussi donner et parler et noter. Donc de facto, ce qui est surprenant, c'est que nous, on est les pionniers. C'est que Women Empowered to Invest n'a pas été créé avant, pour tout vous dire. C'est ça qui, en fait, nous anime, parce que autant les systèmes qu'on va créer, c'est une notation qui va être avec vous à partir de septembre, dans laquelle on encourage les femmes à noter, des femmes qui notent pour les femmes, et dans lesquelles on crée un écosystème. Cette notation, qu'est-ce qui est innovante? C'est une notation un peu comme ce que peuvent faire les grandes agences de notation type Moody's ou S&P ou ce genre de choses. C'est calqué sur ce modèle-là? Alors, en fait, c'est plus démocratique que ça. Ah, donc, okay, moi. C'est vous, imaginez-vous, vous avez eu une volonté où vous voulez investir, et donc, nous, on va vous faciliter tout au début les institutions qui sont là, sur toute la France. On commence en France, je vous dirai pourquoi. Et à ce moment-là, vous allez avoir les cadrages qui est éco-responsable. Donc aujourd'hui, vous le savez que toutes les activités sont dans les cadres de l'environnement, dans les E, les sociétales, dans les S, la gouvernance, dans les G. Et vous ajoutez la F. Ce que vous allez noter, c'est les F, la femme. Et là, vous allez avoir 4 critères, un peu comme si vous êtes dans TripAdvisor, et dans lesquels vous avez la qualité des échanges, la simplicité, la clarté. Qu'est-ce qui a été la perspective, en fait, quelle est l'attente? Et un troisième dans lequel vous regardez la qualité du produit final. Donc, ces 4 critères vont être agrégés, tout bêtement, dans le système d'étoiles. On fera une agrégation et ça va être noté.
de cet index, vous allez voir quelles sont celles qui répondent aux attentes des femmes. Une fois qu'on a créé ça, on crée un index et les institutions financières peuvent regarder qu'est-ce qui leur manque, où est-ce que ça les manque et quels sont les pas vers les femmes pour qu'on libère. C'est libérer cette épargne qui est là et que les femmes détiennent. Alors, moi, je suis toujours mitigée sur cette histoire de créer des choses spécifiques, des produits spécifiques pour les femmes. Et c'est vrai que même sur Bismart, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut faire une émission spécifique dédiée aux femmes, à leur regard sur la finance ? Et je suis toujours un peu frileuse parce que quelque part, on peut être vite taxé de féministe ou alors de dire c'est un peu sexiste vis-à-vis des hommes. Et alors là, on a suffisamment taxé les hommes de sexisme pour pas retourner le truc aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que finalement, on aille quand même vers des produits spécifiques pour les femmes ? C'est un peu comme les quotas, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est obligé, puis après, ça va se lisser dans le temps ? Alors, je vais vous dire une chose. Je suis convaincue que dès qu'on commence à faire cet index, cette notation qu'on appelle aujourd'hui aux attentes des femmes, toute la population va en profiter. Parce que dans la parité de l'investissement, la clé de tout, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, 80% des femmes nous disent « je ne me sens pas à l'aise ». Donc, si on craque ce qu'on appellerait les plafonds des verres dans l'investissement, imaginez-vous des produits qui soient transparents, simples, qui répondent à vos attentes. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut compter, qui est fantastique dans la complémentarité qu'on a avec les hommes, c'est que les femmes, 80%, à nouveau, c'est très intéressant les chiffres, de ces 5% des femmes qui investissent, elles investissent avec un point de vue impact sociétal et long-termiste. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, comme vous dites, il faut commencer, la parité n'a pas été créée du jour au lendemain, comme ça, je vous ai parlé des 4 vagues, il nous faut la 5e. Est-ce qu'il faut créer des produits sur les attentes des femmes ? La réalité, c'est que si, parce qu'il faut libérer ces femmes qui sont là et qui s'assoient sur, soyons honnêtes, en Europe, 13 trillions d'euros. C'est colossal. Et c'est surtout que ça va encore augmenter parce que j'ai lu que d'ici à 2030, selon McKinsey, les femmes aux États-Unis vont détenir la majorité des richesses accumulées par la génération des baby-boomers. On parle de 30 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est un enjeu pour l'ensemble de l'économie, d'ailleurs pas seulement française ou européenne. Et j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi vous avez commencé par la France aussi, mais c'est un enjeu mondial en fait de financement de l'économie. Ah mais attendez, imaginez-vous, on va faire ici un calcul un peu ridicule. Donc 30 trillions d'argent, billions de milliards. Bon, vous prenez que 5%. Non, on est 3 trillions. Tout ça, c'est la seule chose qui se mobilise. Tous les restes... Ça dort. Ça dort. Et en fait, à nouveau, appel aux femmes, quand on nous dit livret d'épargne, les livrets d'épargne, vous les savez, vous ne risquez pas votre argent, vous les perdez. Parce que l'inflation... L'inflation, oui. Soyons honnêtes, ça on le sait tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton 5 €, dans 5 ans, ça va être 5 €, mais en réalité, ça va être 4,50 €. Mais c'est vrai, c'est trop bien. C'est safe, on ne l'a pas risqué, tout va bien. Ça, première chose. Deuxième chose, imaginez-vous, dans les mondes financiers, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec tout cet argent que c'est l'hiver ? En fait, la mobilisation de l'épargne, c'est l'ultime résultat de la parité de l'investissement. Parce que si on crée un lien de confiance, on note, comme je vous l'ai dit, un peu à la TripAdvisor, bien entendu, Moody's et les autres vont prendre notre index, qui, comme je vous ai évoqué, est basé sur l'éco-responsabilité, E, environnement, S, G. Tout le monde connaît aujourd'hui un peu dans la finance, parce que si on n'est pas E et G, on ne peut pas vraiment agir. Et vous l'ajoutez un F. Imaginez-vous cet index d'un Moody's, d'une façon officielle, et dans lequel tout le monde doit prendre en conscience ces 4 éléments que la parité de la femme recherche. On libère cet argent, on les mobilise, et vous allez avoir des compagnies aujourd'hui, peut-être, qui vont être un peu plus un miroir de ce que vous pensez. Et réfléchissez aussi aux générations de l'avenir. Et à nouveau, je vous parle de la quantité, mais vous pouvez commencer à investir avec 100 € par an. Moi, j'ai commencé à investir avec vraiment rien. Et parfois, tu te trompes. Parfois, c'est super, mais
sensation de faire partie et d'essayer de se dire je suis un acteur, je subis pas. Et en plus, mon argent, ça fait un changement. Pourquoi vous avez choisi de commencer par la France alors ? Alors en fait, c'est très intéressant. Bon, au-delà d'être quand même un pays aujourd'hui moteur en Europe, pour des raisons différentes, la France aujourd'hui, c'est un super moteur financier. Et c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Ah non, mais attendez, moi, j'ai une vie un peu internationale, j'ai vécu dans plein d'endroits, et aujourd'hui, la France, c'est quelque chose qui, pour des raisons variées, amène à une grande responsabilité au niveau européen, un point de repère dans lequel il y a énormément de transactions, et une volonté, une vraie volonté de devenir ce que j'appellerais les leaders financiers de l'Europe. Pour des raisons variées. On ne va pas parler Brexit, on ne va pas parler de l'Allemagne pour une autre émission. Et donc ici aussi, deuxième chose, c'est très intéressant. Si vous regardez, quand on parle avec nos collègues américains, les Américains, à la base, ils ne sont pas l'État qui les rassure. Aujourd'hui, une femme, parfois en France, se sent, de toute façon, je m'en fonds pension, de toute façon, j'aurai ma retraite. D'ailleurs, personne ne sait qui est dans leur fonds pension. Je vais vous dire une chose aussi, c'est hallucinant. Cette peur atavique à pas comprendre, mais parce que peut-être c'est pas clair. Et troisième chose, il y a les gouvernements dont le président Macron, l'année passée, à la fin de l'année passée, il a lancé avec la loi Pacte une grande demande pour la mobilisation efficace de l'épargne. Aujourd'hui, l'argent qui a été libéré pour résoudre la situation Covid équivaut à l'argent qui a été mis dans des carnets d'épargne. Ah oui. Et sachez qu'en fait, on est dans des évidences qui sont troublantes, mais dans lesquelles il y a une opportunité. Imaginez-vous, on outille les femmes, et de ces faits-là, tout le monde, je peux me permettre, avec un index et des TripAdvisor-like systèmes qui te disent « Ah, mais ce produit est intéressant pour les femmes, parce que les autres femmes m'ont dit que, parce qu'elles ont noté. » Et en même temps, on donne toutes ces connaissances aux services, institutions et produits financiers pour dire tu peux porter les labels ESG-F. Tu peux être pertinent pour les femmes. Tu peux mobiliser cette épargne parce qu'on te fait confiance. Mais c'est du win-win. Donc la France aujourd'hui a déjà un cadrage. Je vais vous parler des vagues, je vais vous parler... Il ne faut pas chercher à demander des cadres réglementaires. Utilisons ce qui est là. Bon, mais c'est ça, parfois on s'est dit non, mais... et la France est vraiment un endroit fantastique. Bien entendu, quand on parle de cette notation et des communautés, est tout à fait exploitable. Notre volonté, on a déjà pas mal de gens qui veulent le faire avec nous, mais on veut que la France soit notre lieu de départ parce que ça a du sens. Les temps, la volonté, la mobilisation de l'épargne, c'est une priorité. Et des femmes comme vous qui se posent des questions, il en a plein. Alors, c'est vrai que ça n'aborde pas en revanche la question de la performance. Vous restez sur des critères qui sont effectivement très, on va dire, objectifs de est-ce que ça convient aux femmes ou pas. Mais est-ce que derrière, vous allez rajouter des critères de performance pour mieux guider les femmes ou ça, finalement, ça reste le domaine des institutions financières ? Alors, en fait, c'est très intéressant. Dans le quatrième, qui est la pertinence, on regarde toujours aussi si la femme s'est sentie parler par les produits ou l'institution. On va commencer par les institutions parce qu'il faut commencer doucement. Et là, vous avez déjà cette ratio des premières choses. Est-ce que c'est des sujets qui te parlent? Donc, on parlait de l'impact. Et bien entendu, après, je peux me permettre, dans le monde de l'investissement, on est là pour créer la richesse. Créer de la valeur, bien sûr. Ah non, mais attendez, bien entendu. Et c'est pour ça que la transformation du monde financier, c'est vraiment où ça vise. On est un mouvement pionnier, on est une plateforme qui crée cette mobilisation de l'épargne via une notation qui est éco-responsable et répond aux attentes des femmes. Mais je peux me permettre, un acteur financier qui ne performe pas, ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour toute communauté. Ils feront mieux. Mais surtout que le comportement des femmes en matière d'investissement, en général, est certes moins risqué, mais en général, elles surperforment leurs homologues masculins. Donc, ce sera intéressant aussi de regarder cet effet-là. C'est-à-dire que, est-ce que si le produit correspond aux attentes des femmes, il est en plus
de meilleures performances. Enfin, si vous regardez la façon dont les femmes investissent, et vous l'avez évoqué, et dont les femmes gèrent ce que j'appellerais les ménages, Ouais. vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'on sait, je vous ai parlé de 68%. 68% des chances de réussir si vous êtes femme et homme impliqués dans l'affaire. Moi, je suis convaincue que la complémentarité va arriver à des performances super pertinentes. Et parce que les femmes investissent, je vous l'ai dit, à 80% plus dans les longs termes. Et je me pose la question, et c'est très intéressant, parce que nous, on a des indicateurs. En fait, nous, on s'engage. On va vraiment, notre point de vue, c'est on s'engage à bouger des 5% à 10% des libérations de cette épargne. Donc, on veut vraiment qu'il y ait 10% de femmes qui investissent en France dans 3 ans. Donc, on pense que libérer... Vous voulez doubler en 3 ans. Ben, c'est ça que vous me dites. mais il faut. Mais c'est comme, en fait, c'est comme les grands enjeux. On parle d'un enjeu dans lequel, imaginez-vous cet argent dans les bonnes causes. Changement climatique, parité, les grands enjeux sociétaux. Les femmes vont investir là. Et je me dis aussi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aurait des compagnies qui ont créé des économies un peu de subsistance juste parce qu'il fallait surperformer dans les courts termes? Est-ce qu'on aurait pu éviter ça ou on pourrait le faire autrement? Convaincu. Donc, quand on verra ces indicateurs de performance, je vous parie qu'on va avoir aussi une façon différente de faire et peut-être plus performante. Bon ben on fera un bilan au bout d'un an déjà, si ça vous va. Merci beaucoup, Paloma Castro-Martinez, cofondatrice de WeInvest. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on continue cette émission en parlant de technologie et d'hardware notamment, puisque je suis avec Mathieu Régnier, cofondateur de Dagoma. Bonjour. Bonjour. Vous faites des imprimantes 3D. Et Antoine Auberton, bonjour. Bonjour. CEO et cofondateur d'Enlabs. Alors vous faites des caméras dédiées au plan fixe, ce qu'on appelle des timelapse, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je n'avais pas prévu de vous mettre tous les deux sur le plateau, mais en même temps, je me suis dit, ils font tous les deux du hardware. Et moi, j'ai un ami qui s'y connaît très bien en tech, qui m'a toujours dit « hardware is hard ». Et je me suis dit, mais pourquoi ils se sont lancés sur ce créneau, Antoine Auberton? Alors, c'est pas... on voulait répondre à un besoin et il fallait forcément passer par une partie hardware. La caméra Tiki, comme Timekeeper, gardien du temps. Cette fameuse caméra autonome et connectée en 4G à une plateforme cloud MyTiki. On avait besoin de cette partie caméra pour répondre aux besoins justement de ces plans fixes, timelapse, pour suivre l'évolution d'un chantier, pour promouvoir un lieu touristique, pour un événement. Et cette caméra, voilà, on voulait s'affranchir des contraintes des solutions existantes en la rendant autonome et en la rendant connectée. D'accord. Et vos concurrents aujourd'hui sont où? Alors, nos concurrents, on est la seule solution intégrée du marché. Donc, on a des concurrents qui sont des sociétés de prestations de services qui développent leurs propres solutions. Mais nous, on est la seule solution intégrée que vous pouvez acheter. N'importe quel professionnel de l'image peut acheter sur Internet ou en direct chez nous. D'accord. Et alors vous, Mathieu Régnier, vous vous êtes dit, je vais faire des imprimantes 3D en France, comme ça. C'est presque ça. En fait, j'ai eu la chance de vivre en Chine avec Gauthier à l'époque. Qui était votre cofondateur, ça? Qui était le cofondateur, ouais. Et donc voilà, on a bossé le sujet de l'impression 3D parce qu'on voulait... on est passionné de technologie, on est passionné aussi de produits et de beaux produits. Voilà, et on a découvert l'impression 3D, on s'est vraiment projeté en disant que ça allait pouvoir transformer nos méthodes de consommation et donc de production à terme. Et voilà, et donc on s'est lancé dans le monde de l'impression 3D à ce moment-là, avec aussi un regard différent peut-être, puisqu'on habitait en Chine. On avait visité plein d'usines et on avait un peu... Mais oui, vous auriez pu le faire là-bas, en fait. On aurait pu, et avec le recul, on se dit qu'on a vraiment bien fait, puisque l'impression 3D permet de ramener la production en local, voire en micro-local. Ouais. Et c'est ce qu'on fait du coup depuis 2014. On produit des imprimantes 3D, donc on conçoit, on fabrique et on vend, et donc on les fabrique localement en France, dans le nord de la France, à Roubaix. D'accord. Et alors, autre difficulté, chez Enlabs, vous avez fondé avec 5 amis au cœur de l'Auvergne, c'est ça? 5 copains d'école? En région Rhône-Alpes, ouais, c'est ça. Mais on est à Grenoble. Ouais. On est basé à Grenoble, 5 cofondateurs. Et le produit, donc la caméra, est fabriquée à Valence, ouais. à Drôme, donc à 1 heure de Grenoble. Et c'est un vrai bon choix. Mais être avec des potes, c'est facile de
Monter une boîte avec des potes, parce que visiblement, vous avez tous les deux fait ça. Moi, j'ai toujours entendu que c'était source de problème, mais... Alors, oui, de toute façon, si on le gère bien, ça se passe très bien. Et aujourd'hui, on est toujours soudés et le projet a pris l'ampleur que l'on souhaitait. Donc, non, aujourd'hui, c'est une force, plus qu'une contrainte d'avoir ce lien. Et pourquoi vous avez choisi de produire en France ? On a choisi, alors déjà parce que c'est possible, c'était possible, on peut faire du hardware en France, il y a des compétences pour faire du hardware. En termes de logistique, même en termes économiques, c'est intéressant de le faire. On l'a vu pendant la crise du Covid, le fait d'être implanté en France, on n'a pas eu de rupture de stock, alors qu'il y a plein de personnes qui faisaient fabriquer ça à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde, ça s'est tout arrêté. Et donc, nous, on n'a eu aucune rupture de stock pendant le Covid parce qu'on fabriquait en France. Et ça nous tient à cœur également de créer de l'emploi en France. Et du coup, vous, en plus, vous faites partie des rares qui ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon significative pendant la crise du Covid. On a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires l'année dernière, dans un contexte qui était pas évident, mais grâce à la digitalisation notamment du suivi de construction et à l'internationalisation de notre activité. Au début d'année, on faisait 30% hors France. En fin d'année, on faisait 70% à l'international. Oh la vache. Donc, on a eu une vraie bascule. Et ça nous a permis de jongler entre les marchés. C'est quoi? C'est parce que d'un coup, les chefs de chantier ne pouvaient plus se rendre sur place et donc ils utilisaient vos solutions pour surveiller? En partie pour ça. Ça permettait d'accéder, on était tous en remote, ça permettait d'accéder, les chantiers en France notamment n'ont pas spécialement été arrêtés. Ça permettait à ces conducteurs de travaux de garder un œil sur les différents chantiers qui suivent depuis chez eux. C'est intéressant cette problématique aussi de la relocalisation dont vous parliez, Mathieu, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, avec des imprimantes 3D construites en France, vous lancez en plus sur le marché des professionnels, ça permet évidemment, j'imagine, d'éviter des stocks, de faire du prototypage en France, de ne pas envoyer des trucs à l'autre bout du monde. C'est exactement ça. L'idée, c'est de prototyper, valider et de produire surtout. Parce que c'est chouette de prototyper, mais derrière, il faut produire. Et c'est ce que permettent les imprimantes 3D et nos imprimantes 3D professionnelles notamment. Et pendant la crise du Covid, par exemple, on a produit plus de 250 000 visières. Donc, on a une capacité de production et l'impression 3D permet de ramener de la capacité de production au local. Et c'est vraiment notre combat, voire notre mojo depuis 2014. Et pourquoi vous n'étiez pas sur le marché des professionnels avant? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense qu'on n'était pas mûrs. On n'avait pas encore développé les produits, parce que nous, on conçoit nos produits. On n'achète pas des produits existants, etc. Donc, c'est vraiment... Et on n'était pas mûrs, c'est-à-dire qu'en fait, notre produit professionnel qui est sorti cette année, ça fait 6 ans qu'on le développe. C'est 6 ans de R&D? Il y a eu plein d'innovations. Nous, on les utilise, nos imprimantes professionnelles, depuis 2017 à peu près. D'accord. Pour construire les autres imprimantes pour les particuliers ou... Entre autres, voilà. D'accord. Et en plus, on les fait évoluer de manière à ce qu'elles soient de plus en plus simples, de plus en plus efficientes, de plus en plus silencieuses, etc. Ouais. Qu'elles soient compatibles avec de plus en plus de matériaux, voilà. Et là, depuis 2 ans, on a validé le socle technique sur lequel on voulait partir. Et on vend l'imprimante là désormais. Donc voilà, on est très très heureux de notre produit et on sait qu'il répond à des besoins forts, qu'il a déjà servi l'année dernière en mode test intensif. Mais voilà, et c'est pour nous une très bonne machine professionnelle et industrielle. Mais il n'est pas plutôt là, finalement, le marché pour les imprimantes 3D du côté des professionnels? Parce que personnellement, je connais personne qui a une imprimante 3D chez lui. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui a une imprimante 3D? Nous, on en a une au bureau. Au bureau, d'accord. Merci. J'ai quelques amis geeks qui... Ah, voilà. Non, mais c'est ça. J'ai pas assez d'amis geeks, alors on va dire ça. Il y a beaucoup d'imprimantes 3D en France concernant... Alors, je ne connais pas les chiffres de nos concurrents, mais en tout cas, sur le domaine particulier, mais... Chez Dagoma, on en a vendu à peu près 50 000. Ça fait une imprimante pour 2000 personnes à peu près. Donc, c'est que vous n'avez pas assez d'amis. C'est ça. Il faut que j'augmente encore ma communauté. Non, mais blague mise à part, en effet, le marché des particuliers, il a explosé en 2016-2017. Il a été en déclin très clair en 2018-2019, pardon. Et le marché des professionnels est en train d'exploser. Et donc, voilà, on a de la chance. On arrive au bon moment, a priori. Et maintenant, c'est à nous de jouer avec ce projet et produit professionnel. C'est quoi l'intérêt d'être sur les 2 marchés B2B et B2C? Alors, aujourd'hui, on est quand même principalement sur le marché B2B, ce qu'on appelle le prosumer, c'est-à-dire c'est un client qui a un comportement d'achat proche du B2C, qui reste un B2B. Donc, c'est par exemple des photographes indépendants qui vont acheter notre solution Tiki, l'installer pour un client final qui en général peut être un
un acteur du BTP ou de la promotion immobilière et qui va lui avoir besoin uniquement du service Timelapse qu'on va proposer. On vend vraiment nous une partie hardware, on compare nos business models chez Agoma, une partie hardware, la caméra, mais également une partie SaaS. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a vraiment une place aujourd'hui, une vraie dynamique autour de ça, même pour trouver des investisseurs. Sur une partie hardware, ça permet d'avoir quand même un vrai différenciateur, une barrière à l'entrée, et une partie SaaS, génératrice de revenus récurrents, extrêmement sexy pour justement ces investisseurs. Et ça permet d'être sur les deux tableaux et d'avoir une vraie différenciation sur le marché. Et quelle est l'importance d'aller chercher les particuliers aussi? Parce que finalement, vous pourriez vous dire, mon gros du business, c'est le B2B et je reste là-dessus, parce que je sais faire et que ça déroule. Ouais, alors nous, on cherche plutôt à sensibiliser le grand public au timelapse pour que, comme il a l'habitude d'utiliser la photo pour capter un instant, d'utiliser la vidéo pour du temps réel, le timelapse a quand même cette particularité et cet avantage de capter l'évolution de quelque chose qui va s'écouler sur de grandes périodes de temps. Donc déjà, le particulier connaît déjà cette techno parce qu'on en voit partout. Oui. C'est un beau coucher de soleil, c'est les saisons qui passent sur un paysage. Mais on a développé des outils, par exemple une application mobile, Hashtime, qui permet au grand public, de manière gratuite, n'importe qui ayant un smartphone peut le faire, de se sensibiliser et ça crée de nouvelles applications et surtout ça continue ce travail de démocratisation de cette techno timelapse. Parce que je réfléchissais à des boîtes qui ont fait du hardware en France et qui sont allées à la fois sur les deux marchés. J'ai pensé à Parrot et Gyroptique. C'est pas forcément des exemples qui ont été très probants en matière d'aller sur les deux marchés. Parrot a eu de beaux et de grands succès. Ouais, mais ils ont bien pivoté depuis quand même. Ils ont bien dû pivoter, oui, tout à fait. Et ils ont su le faire et ils le font bien. Après, des boîtes qui font du hardware et du soft, il y en a pas mal. Il y a Angel, par exemple, qui fait des vélos et qui, en fait, a une application qui est vachement puissante. En fait, on le voit pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de... Je parlais pas forcément de faire du hard et du soft. Je disais plus d'aller sur les... Ouais, exactement. Et en fait, le raisonnement qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on faisait des imprimantes B2C uniquement, donc il y a encore un an par exemple, il y avait plein de professionnels qui nous achetaient nos imprimantes aussi pour faire de la petite production. Et là, je suis convaincu qu'avec l'imprimante industrielle qu'on sort, il y aura quelques prosumers, des vraiment passionnés, voire des gens qui ont une micro-entreprise qui vont se dire, en fait, c'est ça qu'il me faut. Et je vais tenter l'investissement et y aller, quoi. Et vous avez du soft, vous, derrière ou pas? Alors nous, on a du soft de deux types. On a d'abord un logiciel qui permet de contrôler et utiliser la machine. Voilà, donc ça c'est la première étape de soft. Voilà. Et on a un deuxième soft là, qu'on commence à louer également, parce que c'est un SaaS, Software as a Service. Et donc là, c'est pour gérer votre production. Donc vous avez une somme d'imprimantes 3D dans votre entreprise et vous devez lancer un batch du produit A, du produit B, du produit C et c'est le soft qui va lancer le batch, s'assurer que toutes les machines tournent, etc. C'est quoi lancer le batch? Vous devez imprimer 10 000 pièces d'un type et puis 5 000 de l'autre et puis peut-être 50 000 d'une troisième. Le logiciel le fait. Et il va préparer, ordonnancer, organiser pour vous la production. Cette solution, elle est accompagnée aussi, parce que l'impression 3D a besoin d'être accompagnée aujourd'hui, par nos techniciens. Donc, on peut accompagner chacune des entreprises qui prend ces solutions SaaS dans l'optimisation de leur production, l'optimisation de leurs fichiers, éventuellement l'optimisation de leur dessin 3D également, de manière à ce que ce soit le plus efficient possible finalement pour eux. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le hardware est finalement pas assez valorisé en France? Parce que je regardais les licornes françaises, par exemple, je ne crois pas qu'il y en ait, s'il y en a peut-être une ou deux sur les 17 qu'on a, je ne crois pas qu'il y en ait qui fabriquent du hardware. Effectivement, mais si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, des gens comme Tesla, des gens comme Apple sont sur du hardware. Donc ça veut dire que nous, on est un peu à la traîne, quoi. Après, ça dépend des dynamiques et des compétences locales. Nous, on a fait ce pari et on pense que c'est un pari qui permet d'apporter une expérience complète, un écosystème à l'utilisateur, et c'est ce qui va attendre surtout sur de nouveaux marchés. Ça permet de répondre à l'ensemble de son besoin et pas une partie uniquement. C'est ce qu'on propose avec sur MyTiki, donc la plateforme cloud. On rajoute un certain nombre justement de la gestion de parc de boîtiers timelapse, de caméras timelapse, des services de génération automatique de vidéos timelapse et d'autres contenus, d'analyse d'images. Donc ça, voilà, je pense que justement hardware
plus software, en France, on a une carte à jouer. Et vous parlez des États-Unis, vous allez y aller alors? On y est déjà, on vend déjà. Vous vendez déjà aux voilà, États-Unis? après la France, c'est notre deuxième pays en termes d'export. Ah oui. Donc c'est la bonne nouvelle de cette année parce que c'est récent. On continue, on pense que c'est un pays sur lequel il y a un potentiel énorme et on voit de nouveaux usages apparaître également. Du type quoi? Ça peut être justement sur la partie analyse d'images, ça peut être sur du comptage de véhicules, sur gestion de flux. Voilà, on n'est plus uniquement sur... Presque sécurité défense alors quasi. Non, vous pourriez, si on pousse le truc à l'extrême. Alors c'est pas un marché sur lequel on est. Nous on est plus sur la compréhension d'un lieu, de ses gestion flux, des flux, de personnes, de véhicules, d'objets en tout genre, avec une dimension sécurité des personnes par exemple sur les chantiers, avec une dimension gestion des flux sur un lieu touristique, ou sur de la R&D par exemple. On fait du suivi de glaciers. On travaille avec plusieurs glaciologues sur une 50aine de glaciers un peu partout dans le monde pour suivre l'écoulement. Et le timelapse permet de visualiser concrètement le réchauffement climatique. Bien sûr. Et vous, vos prochains marchés, c'est quoi? Le monde de la TPE, PME est en fait spécialisé dans un premier temps dans le retail et dans la production. Dans le retail pour faire quoi? Pour faire toutes les choses que chacun d'entre nous achetons tous les jours. Donc on aura demain des chaussures fabriquées en 3D? Alors je ne sais pas si les chaussures seront le... Non, c'est souvent... Nous, on est focalisé sur les objets plastiques. Donc c'est tout ou partie d'un... Mais on sait qu'il n'y aura pas que le plastique, a priori, dans le futur. En effet, il n'y aura pas que le plastique. Mais voilà, là, pour l'instant, c'est les étapes qui arrivent là avec certains retailers et pas mal d'usines qui produisent et qui, en fait, ont besoin d'adaptabilité, de flexibilité et de gestion de pièces qui ne peuvent plus avoir dans les temps, comme on le disait tout à l'heure. Ça fait une très bonne transition puisqu'on va parler retail dans un instant. Merci beaucoup Mathieu Régnier, cofondateur de Dagoma, et Antoine Auberton, CEO et cofondateur d'Enlabs. Et on termine cette émission avec Sébastien Bismuth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président associé de Don't Call Me Jennifer. Alors, vous venez de mener pendant une dizaine de jours une opération assez singulière en termes de marketing. On va en reparler. Mais d'abord, moi, je voudrais qu'on parle du redressement de la marque. Parce qu'il y a 3 ans, vous avez décidé de changer le nom de la marque Jennifer pour devenir Don't Call Me Jennifer. Parce que c'est vrai que c'était une façon de nier en fait ce nom qui était un peu brocardé. On est sur la chaîne des audacieux. Mais alors, je trouve que nier son propre nom, c'est quand même pousser l'audace très très loin. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce pari-là? Alors, c'est une histoire un tout petit peu différente. C'est pas qu'on nie, c'est que... quand même un peu, non, facialement. On a fait des micro-trottoirs. Et on a travaillé avec une grande agence parisienne qui s'appelle Buzzman, avec Georges Mohamed Chérif. Et on s'est rendu compte que les gens disaient... Ah non, mais Jennifer, le nom, c'est ringard, machin, il faudrait qu'il change de nom. Les gens nous disaient, faut changer de nom. D'accord. Et quand on a repris cette boîte, même les gens... C'est à ce moment-là que vous avez racheté? Ou vous aviez racheté un peu avant? Non, on a racheté avant. D'accord. Et à ce moment-là, on s'est posé la question sur la marque, sur le nom, la notoriété, parce que la boîte était en perte de vitesse. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va avoir comme action? Et puis on s'est dit tout d'un coup, mais c'est vrai que ce nom, qui existe depuis 40 ans, avec tous les nouveaux entrants, les Bershka, les Pull&Bear, les Zara, et toutes ces boîtes, les H&M, etc., qui sont plus modernes, peut nous pénaliser. Et Buzzman a détecté que le nom était un problème. Et mes associés avec qui on a racheté cette boîte m'ont dit aussi, mais peut-être que tu devrais changer de nom et plus l'appeler Jennifer, l'appeler Jenny. Vous voyez, donc les bonnes idées comme ça et tout. Et on s'est dit, mais non, Jennifer, ça a une notoriété, ça a une histoire extraordinaire. Et finalement, au lieu de changer de nom, on s'est dit, ok, vous n'aimez pas notre nom, ne nous jugez pas, ne nous collez pas d'étiquette. Si ça vous plaît pas, ne nous appelez pas Jennifer. Don't Call Me Jennifer. Et de là est sortie la valeur du zéro étiquette. Parce qu'on est leader sur les ados. L'ado souffre des pré-ados, pré-ados et ados. Et donc les pré-ados et ados souffrent des préjugés. Très jeune, quand on est une jeune fille, on nous juge beaucoup à l'école. Sur la marque qu'on porte. Sur le nom, sur la marque. Moi, je me rappelle de ma fille qui portait à 13 ans du Monoprix avec des copines au ski qui habitaient dans les quartiers un peu plus luxueux. Et elles se sont moquées d'elle. Ah ouais, alors que, et elle n'a pas compris. Et ça a changé sa façon de raisonner vis-à-vis des marques. Elle s'en foutait. Et tout d'un coup, elle est venue me voir, mais elle voulait plus aller chez Monoprix. Alors, j'ai aucune attaque au contraire. J'entends bien. Je trouve que c'est stupide et j'adore Monoprix. Je trouve que c'est une super marque. Mais il y a une influence et un poids sur les ados du jugement des autres. Et donc, on a dit finalement, ne nous jugez pas sur notre nom. Si ça vous plaît pas, ne nous appelez pas Jennifer. On peut arracher notre étiquette. Si vous voulez, on peut même
déchirer l'étiquette Jennifer avec des pointillés, parce que finalement, la marque n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'imaginaire, qu'est-ce qu'on offre, le produit, le prix, le style, et sortir de cette étiquette que veulent nous coller les marques, surtout les marques de luxe, qui nous encouragent à dépenser beaucoup d'argent pour faire une représentation. Et donc, c'est un combat beaucoup plus large qu'un changement de nom. C'est ne nous collez pas d'étiquette. Mais ce zéro étiquette, ça, qui vous sert de base après sur toutes vos opérations marketing, je trouve qu'il est intéressant parce qu'en fait, il va au-delà de l'étiquette physique. Il va après sur des questions. On sait qu'aujourd'hui, les ados n'aiment pas du tout être catalogués, que ce soit sur le genre ou sur d'autres choses. Exactement. Et donc, vous aviez ce petit temps d'avance-là sur un phénomène qui finalement est quasi sociétal, en fait. Tout à fait, c'est sociétal. Et c'est aujourd'hui ça qui a fait la force et le redémarrage de notre marque, c'est qu'on a attaqué un sujet sociétal, mais on ne l'a pas attaqué de façon superficielle, on l'a vraiment vécu et on a fait des grosses campagnes avec des influenceurs qui ont diffusé toutes les étiquettes qu'on leur collait. Il y a eu pendant 3 jours des centaines d'influenceurs qui écrivaient sur un miroir, qui mettaient sur un papier leurs étiquettes. Des étiquettes, cagole, bolos, t'es petite, t'es ci, t'es là. Et ils montraient leurs étiquettes comme ça, il ne se passait rien. Et 2 jours après, ils ont pris leurs étiquettes, ils les ont déchirées, ils les ont brûlées, ils les ont barrées. Et là est sorti le film Zéro étiquette, où on a pris tous les gros stéréotypes, on a pris le mot racaille qu'on a barré, le mot gamine qu'on a barré, le mot bolos qu'on a barré, en disant finalement, on ne va pas juger une fille sur son style et dire que c'est une racaille. C'est aussi un style, c'est aussi une façon de s'habiller. Et on ne peut pas, cette fille qu'on juge comme une racaille, elle est peut-être première à l'école. Et extrêmement brillante. Donc, on a essayé de casser ces étiquettes et on l'a fait en profondeur. Et donc, c'est vraiment la valeur qui nous anime dans l'entreprise de ce zéro étiquette. Donc, ce Don't Call Me Jennifer, c'est vraiment pas qu'un coup marketing. Il y a une valeur derrière. Ne nous collez pas d'étiquette. Ne nous jugez pas parce que vous n'aimez pas le nom. J'ai pas choisi mon nom, j'ai pas choisi mes origines, ni ma tête. On doit vivre avec. Donc, finalement, au lieu de changer de nom, c'est dit assumons ce que l'on est et notre héritage, parce que c'est une boîte qui a en plus une histoire magnifique. Et justement, comment ça se passe aujourd'hui, 3 ans après, en termes de redressement de la marque ? Ça a été quoi l'effet ? Est-ce que cette campagne a été finalement bien comprise aujourd'hui ? Les consommatrices jeunes reviennent chez vous ? L'effet, il a été considérable. Après, un effet, c'est pas uniquement une pub. C'est derrière la pub. Derrière la pub, on a repositionné la boîte, on a fait des tailles pour les pré-ados, on a adapté nos produits. On commence à 10 ans, c'est ça ? Ouais. Et donc, on n'avait pas de taille, par exemple, XXS chez Don't Call Me Jennifer. Donc, on a créé ces petites tailles. On a baissé nos prix, on a arrêté les promos. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez... Comment ça, vous avez arrêté les promos ? Vous avez arrêté les soldes ? Alors, on a arrêté toutes les promos de l'année, où vous avez acheté un produit, le deuxième à moins 50, moins 30. Ce qui fait qu'objectivement, le consommateur ne sait plus quelle est la valeur du produit. Hein. Oui, mais c'est terrible. Moi, je suis contre ça. Mais aujourd'hui, quand on parle du digital, on peut voir qu'il y a des sites Internet aujourd'hui qui cartonnent. Ils sont en promo toute l'année. Aujourd'hui, c'est donc des marques. Hein, je ne parle pas des ventes privées. Non, bien sûr, c'est un autre modèle. C'est leur business model et c'est réel, etc. C'est d'autres boîtes qui, aujourd'hui, très connues et qui cartonnent sur le marché, elles sont en permanence à moins 70. Donc, en fait, elles déclenchent des faux prix de vente, elles augmentent les prix et elles font de la démarque. Et ça marche. C'est terrible parce que le consommateur pense qu'il a moins 70. Nous, on refuse de rentrer là-dedans. Donc, on a décidé d'être au bon prix tous les jours. Donc, on a baissé nos prix de façon significative pour être au bon prix tous les jours. Et on est passé, dans notre métier, dans un taux de remise. On parle de taux de remise annuel. Ouais. On avait 25%, 30% en permanence sur l'année de remise. Et on n'est pas quasiment passé à 0 de taux de remise. Et on a d'ailleurs, sur les soldes, qui est un modèle indispensable pour les enseignes de mode, parce que c'est ce qui nous permet d'écouler nos stocks en fin de saison. Donc, c'est notre business model. Ça n'a pas d'intérêt pour le client. C'est une période en fin de saison où il a déjà consommé. Donc, on pousse à la consommation pendant les soldes. On a décidé de réduire sur 10 jours la période de solde au lieu de le faire sur 5 semaines. Et de faire plutôt une opération à la rentrée comme celle que vous avez fait là, il y a 10 jours, et sur ces 10 derniers jours, où vous avez dit finalement, justement, toujours pas d'étiquette, c'est à vous de choisir le prix. C'est quoi la démarche derrière ? Parce que on imagine bien que si vous avez le choix entre 3 prix, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt mettre le prix le plus bas. Tout à fait. Effectivement, à une majorité écrasante, les gens ont choisi le prix le plus bas, à plus de 90%, et on le savait. La démarche, elle était, on va dire,
sociétale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dans cette période, on est, sur une étude Kantar, la deuxième enseigne la plus consommée en France sur les filles de 10-18 ans. Donc, on est leader en France sur la consommation de la rentrée des classes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le 17 août la prime de frais de scolarité, qui est versée à 3 millions de familles. Je rappelle que c'est une prime pour des familles défavorisées afin de les aider à équiper leurs enfants à la rentrée. Et l'équipement, c'est pas que les cartables, c'est aussi, il faut bien s'habiller. Les vêtements pour aller à l'école. Et le 17 août, il faut le savoir, c'est une vraie fête. Au moment où ces familles reçoivent cette prime, c'est un moment extraordinaire. Hein, on part faire du shopping pour toute la famille. Et donc, on a enlevé notre démarque des soldes de façon très forte et on s'est dit on va la donner dans cette période. À notre détriment, ce n'est pas l'intérêt de notre business model, parce qu'on a perdu beaucoup de marge, mais on s'est dit que c'était un acte sociétal qu'on avait envie de faire pour le pouvoir d'achat. Dans cette période où on est leader, c'était un message pour notre communauté. Alors évidemment, tout ça n'est pas sans arrière-pensée. Il y a du marketing derrière, ça nous permet de recruter, ça nous permet de fidéliser, ça permet de mettre dans la carte mentale de nos clients et notre communauté qu'on ait une enseigne accessible, de proximité, populaire, parce qu'on assume ce mot populaire, mass market, etc. Et donc, on a décidé, au lieu de le faire sous une forme de prix barré, c'est de dire, ben voilà, il y a un prix, c'est le prix normal. Si tu le payes, vraiment, c'est super, tu auras vraiment un bon karma. Il y a le prix moyen, c'est une démarque de moins 30. Si tu choisis ce prix-là, bon, peut mieux faire, hein, comme ton bulletin de notes, mais bon, c'est sympa. Bon, si tu prends le prix moins cher, franchement, c'est pas cool, mais au moins, follow-nous sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on a décidé de faire ça sous un ton humoristique, tout en sachant que le prix le plus bas serait choisi. Et ça a marché. On a eu 150 000 ados et pré-ados qui sont venus pendant cette période, qui ont consommé. Les chiffres ont fortement augmenté. Et ça a été extraordinaire, la réaction sur ça, parce que les gens ne comprenaient pas. Parce que c'est génial de faire des choses qui n'existent pas. En tout cas, qui ont été très peu pratiquées. Oui, c'est ça, très peu pratiquées. Voilà, parce que les gens sont là, mais je ne comprends pas, je peux choisir mon prix. Vraiment ? C'est pas une blague. Voilà. Donc, c'était une belle opération. Justement, vous parlez de juste prix, de façon de ne pas trop faire les soldes, parce que finalement, ce n'est pas très responsable de pousser à la consommation, de faire acheter des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Pourtant, vous avez beaucoup de collections, vous avez 50 collections capsules par an, je crois. Ce n'est pas un peu contradictoire à un moment ? Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser pour une mode plus responsable ? On parle beaucoup de mode responsable aujourd'hui. Oui, c'est contradictoire, forcément. Maintenant... comment dire, il y a de la demande, on a envie de se faire plaisir, on a envie de changer de vêtements. Bien évidemment, il serait plus simple pour tout le monde de se dire je porte le même t-shirt pendant 15 jours et puis je consomme beaucoup moins. Il y a cette tendance, elle existe, mais elle est très, très, très minoritaire. Et en tout cas, nous, pour l'instant, on a une mission, on a une entreprise, on fait beaucoup de choses. On essaie de participer sur plein de sujets, donc que ce soit RSE ou sociétal ou à travers des aides à des associations, etc. Mais pour l'instant, la demande est là, les gens ont envie de se faire plaisir, ont envie de consommer, et c'est notre métier, et on l'assume. Moi, j'aime beaucoup votre stratégie marketing parce que, en fait, je trouve que vous êtes une des enseignes qui, effectivement, vous l'avez dit, vous êtes leader sur les 10-18 ans, a réussi à aller chercher justement cette génération Z dont on dit qu'elle est très compliquée à aller chercher. Les millennials aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller les capter. Vous avez fait le choix d'investir massivement les réseaux sociaux. Vous faites des opérations, vous le disiez tout à l'heure, avec beaucoup d'influenceurs. Vous avez des chiffres. Alors, TikTok, c'est 426 000 abonnés. Instagram, 1,8 million. C'est la seule stratégie aujourd'hui pour aller conquérir cette cible ? Disons que nous, on n'est qu'au début de notre stratégie, parce que notre vraie stratégie est beaucoup plus ambitieuse. C'est-à-dire que notre ambition, et ce qu'on est en train de construire, on ne souhaite pas être un réseau de magasins qui vend du textile, mais on souhaite être un média qui a des magasins. Donc aujourd'hui... Ah, c'est marrant ça, vous vous définissez comme un média à l'avenir. Tout à fait. Ah mais alors, c'est quoi votre définition d'un média ? Aujourd'hui, on a lancé notre média qui s'appelle Break, donc qui n'est pas... Je ne savais pas.
qui n'est pas Don't Call Me Jennifer, qui s'appelle Break, qui est notre média propre, tel que vous avez des médias 100% réseaux sociaux comme Brut, Loopsider ou d'autres. On a un média qui est 100% TikTok. Qu'on a lancé, au départ, il s'appelait Don't Call Me Jennifer. On a décidé de le séparer, d'en faire un média propre. On l'a renommé, donc on a perdu tous nos abonnés. Enfin, on a gardé nos abonnés sur Jennifer, on est reparti de zéro. On l'a recréé il y a 3 mois. On a une rédaction, on a des journalistes, on a des gens qui travaillent le sujet. Et on l'a recréé de zéro. Et en 3 mois, on est remonté à 250 000 followers. Et donc, on a l'ambition d'informer cette communauté, d'être les spécialistes de cette génération. Et donc, vous parliez de surconsommation en textile. Notre ambition à terme, ce n'est pas de vendre que du textile chez Jennifer. C'est d'être une plateforme qui va parler à cette génération. On va agrandir nos magasins et on va proposer d'autres choses. On l'a déjà commencé. Par exemple, on propose dans nos magasins, on a fait un partenariat avec une marque qu'on adore, qui est très forte sur TikTok, qui s'appelle Merci Andy. Oui, les gels hydroalcooliques. Voilà. Jeune entrepreneur formidable au passage. Exactement, qu'on distribue dans nos magasins. On a une marque de cosmétiques qui va bientôt rentrer. On fait d'autres partenariats avec des marques de bijoux. Enfin, on est en train de... il y a encore une autre marque avec qui on discute. On est en train de dire, voilà, nous, on a ce trafic des millennials, on est un média des millennials, et donc on va élargir notre mission et être une clé d'entrée dans cette génération. Et donc, on va vendre évidemment des vêtements, mais commercialiser d'autres services, d'autres choses, d'autres produits, et peut-être demain aller beaucoup plus loin dans la production de contenu. Voilà. C'est-à-dire aller beaucoup plus loin. Vous m'intriguez, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Non, mais je ne peux pas, très honnêtement, voilà, quel est mon intérêt de tout dévoiler. J'imagine, voilà. Mais vous reviendrez me dire. Mais voilà, on viendra vous dire, mais il y a des gros projets. Et notre ambition, on a aussi des projets dans le loisir, et notre ambition dans quelques années, on veut dépasser cet univers du textile, même si cet univers du textile est un univers principal pour nous. Je veux dire, on se rappelle très bien, alors je ne compare pas et je n'ai pas la prétention d'un Amazon, bien évidemment, bien loin de là, mais on se rappelle qu'Amazon a commencé à vendre des livres. Donc, oui, c'est vrai. Donc il faut pas se donner de limites. Et on a plein d'idées, on a des équipes ultra dynamiques et on pense qu'on va faire d'autres choses. Mais Amazon est resté vraiment purement dans le retail quand même, en digital. Mais oui, mais oui, enfin plus ou moins. Oui, cloud, effectivement, ils font d'autres choses, c'est vrai, vous avez pas tort. Ils font plein d'autres choses, mais c'est pour dire qu'ils ont démarré du livre. Et ils font du média aussi avec Amazon Prime. Voilà, ils font du média, ils font de la télé, ils font plein de choses. Et alors, bien évidemment, on se compare pas, mais on pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il ne faut pas se cloisonner. On a une communauté, on a des choses à raconter. En fait, aujourd'hui, vous voulez capitaliser sur la valeur de votre communauté, en fait. Exactement, sur la valeur de nos clients, où on est segmenté, où on est leader, on est numéro 1 en France, on a 16 points de part de marché sur les 10-15 ans. On est bien devant les généralistes. Et une fille de 12-13 ans n'a pas forcément envie d'aller dans une enseigne généraliste, où sa mère achète, ou son frère, ou ses petits... sa petite sœur, etc. Ouais. Elle a envie qu'on lui parle directement. Et donc, on a beaucoup de projets. Ouais. Vous parlez beaucoup du online, effectivement. On parlait des influenceurs avec lesquels vous travaillez, que ce soit des youtubeurs ou autres. Vous parlez d'un média sur TikTok. Aujourd'hui, les millennials, en tout cas, ont beaucoup le réflexe d'acheter sur Internet et sont effectivement sur leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut de plus en plus acheter directement via les réseaux sociaux. Comment on les attire en boutique après? Parce qu'en fait, il est là quand même le nœud du souci. C'est qu'in fine, vous devez attirer vos... Alors c'est marrant parce que moi, je me serais dit que le nœud du problème, c'est l'inverse. C'est comment les attirer sur le digital. Non. Si, il y a une étude Kantar, encore une fois, qui montre que dans le marché de la 10-30 ans, donc sur le marché global du digital, du e-commerce textile qui doit faire 2,5 milliards ou 3 milliards, non, enfin moins sur cette tranche d'âge, et sur le marché global du retail physique. On voit que les 10-15 ans représentent 22% des clients du retail physique et ne représentent que 10% des clients e-commerce. Par contre, on voit que la 25-30 ans représente 23%
du retail physique. Pourquoi ? Parce que et elle représente 30% du digital. Donc en réalité, ces générations n'ont pas forcément de moyens de paiement. Oui, c'est ça. Ils sont obligés de se faire accompagner encore par leurs parents. Ils changent de taille. Elles prennent le bus entre copines pour aller faire du shopping. Elles ne sont pas autonomes forcément sur le web. C'est dur Donc ne croyez pas ça aujourd'hui. C'est l'inverse. On a beaucoup de mal à les faire venir sur le digital. C'est-à-dire que notre site e-commerce reste faible. On essaye, on fait plein de choses. On a même monté un système où c'est... on t'envoie ta note, enfin la taille pardon, la facture finale de ton achat par WhatsApp à tes parents pour qu'ils puissent payer pour toi. Donc, vous voyez, donc on a développé plein de services, mais aujourd'hui, elles veulent aller en magasin. Et je vous invite à aller, par exemple, on a ouvert vraiment, pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, qui s'intéressent à notre marque, je vous invite à aller à Créteil-Soleil, c'est pas très loin pour les Parisiens, ou dans le sud, on a aussi plein de magasins à Marseille, Terrasse du Port, par exemple, pour parler du sud et de Paris-Marseille. Et je vous invite à aller à Créteil-Soleil, on a un magasin de 600 mètres carrés, magnifique, qu'on vient d'ouvrir, qui est vraiment notre dernier concept. Vous allez voir, il y a une cabine TikTok qui est toujours pleine. Où les jeunes filles rentrent dans cette cabine, c'est un studio comme ici, avec des lumières, du son, de la musique, etc. Et elles font leurs vidéos. Elles font leur TikTok dedans et c'est toujours plein. C'est très malin. Voilà. Et je vous invite à y aller et vous allez voir que c'est rempli de monde. Les centres commerciaux sont remplis de monde. Donc on vit dans ce digital, on ne parle que du digital, mais allez dans les centres commerciaux, parce que souvent ce CSP+, qu'on fréquente à Paris et autres, ont des grands jugements sur l'e-commerce et le digital, mais ils ne vont pas à Créteil-Soleil. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Il faut se déplacer, il faut aller voir. Les centres commerciaux sont remplis de monde et de jeunes. Donc le retail n'est pas du tout mort. C'est faux. Et vous allez voir que cette bulle du digital, où on se dit, même une de nos ministres il y a quelques années a dit non mais de toute façon on est à l'ère de l'électricité, la bougie c'est fini, en parlant des boutiques. C'est faux. Les gens veulent aller consommer, c'est pratique. Pendant le Covid et le confinement, c'est vrai que c'était marrant d'aller chercher son colis et de pas l'avoir, et le gars qui vous appelle et donner son code, et vous êtes en réunion, puis aller dans le relais colis, puis la taille ça va pas, et puis le truc ça va pas, et puis ils sont trompés de couleur. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller en magasin ? Rien. Mais est-ce que vous êtes aussi président du directoire de Célio ? Je parle pas je mets à part les courses fonctionnelles. Oui, bien sûr. Je mets à part l'alimentaire. C'est pas la même expérience. Je parle de quelque chose qui génère un plaisir, qu'il faut essayer, qu'il faut toucher, qu'il faut choisir et tout. Donc je dis pas qu'il n'y a pas d'e-commerce, mais je dis qu'il faut arrêter un peu avec ça et aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai fait une grande tournée dans le Nord. Je suis allé à Calais avant-hier, à Cité Europe. Un énorme centre commercial. C'était rempli de monde. C'est encourageant, cela dit, pour le retail, voilà. Parce qu'on a besoin de l'entendre, je crois. Mais pour Célio, puisque vous êtes président du directoire de Célio, vous avez la même expérience et le même retour, où là, comme la cible est différente, finalement, le digital prend plus l'importance ? Alors c'est sûr que c'est différent, c'est un autre business model, mais c'est pareil, le business de Célio, il est à grande majorité, il y a un parc magasin Célio extraordinaire en France, avec des très bons emplacements. Vous en avez fermé là quelques-uns quand même. Oui, mais il en reste 370. C'est vrai. Donc ça reste quand même un gros réseau, et avec des équipes formidables et qui savent conseiller l'homme, mais c'est vrai que c'est un business différent, parce que l'homme est beaucoup plus dans un repeat business. Donc à tendance, moi j'ai un t-shirt Célio, j'ai trouvé un t-shirt qui m'allait à peu près, selon moi. J'ai acheté 10 couleurs et effectivement je suis capable d'aller faire un repeat business et d'aller le racheter sur le web. D'accord. Bon. Mais c'est un autre sujet, on va rester sur Jennifer, parce que je suis là pour Don't Call Me Jennifer aujourd'hui. Célio est un autre sujet et vous aurez l'occasion de le réaborder. On pourra le réaborder avec le CEO de Célio qui s'appelle Johannes Sonnen, qui sera ravi de venir vous expliquer tout ça. On lui lancera l'invitation sans faute. Merci beaucoup Sébastien Bismuth. Je rappelle que vous êtes président associé de Don't Call Me Jennifer. Bismart, l'émission c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Je serai à Marseille, en plein cœur du stade Vélodrome. Justement, on ira prendre le pouls de l'écosystème marseillais. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.